Merci d'être venus aussi nombreux. Et merci à Christian Godin d'être venu. Il est philosophe, il est auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont le plus connu, par le grand public tout au moins, est La philosophie pour les nuls. Le titre du débat donc est Psychanalyse de l'homme actuel, puis comme sous-titre j'ai choisi De la société du zapping à l'homme morcelé. Nous sommes aujourd'hui dans une révolution anthropologique dont nous prenons mal la mesure. Révolution anthropologique, ça veut dire que ce ne sont pas seulement les techniques, ce ne sont pas seulement les paysages, nos villes, même nos modes de vie qui changent. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire l'être humain que la philosophie pendant des siècles a considéré comme une espèce de point fixe à travers lesquels passaient un certain nombre de variations. En d'autres termes, et pour utiliser, si vous voulez, deux concepts voisins, je pense que nous ne sommes pas simplement, disons, dans une perspective de la modification, mais vraiment dans une perspective de transformation. L'image que nous avons du monde et la vie dans laquelle nous nous trouvons, me semble-t-il, ont de moins en moins de rapport avec l'image du monde et la vie de nos prédécesseurs. Prenons le travail, qui est une chose évidemment tout à fait centrale. Nous ne parlons plus ou de moins en moins de métier. Nous ne parlons même plus ou de moins en moins de profession. Et nous parlons de plus en plus d'emploi. Il faut être toujours très attentif aux termes, parce que les termes sont des signaux. Comment se fait-il que les métiers, que le mot de métier ait disparu, ou presque, que le mot de profession ait disparu ou presque, et qu'aujourd'hui, eh bien, quand nous parlons de travail, nous parlons d'emploi. L'emploi, ça veut dire littéralement être employé à. Et il en est allé de même dans tous les domaines. Que ce soit nos relations amicales, nos relations sexuelles, que ce soit nos goûts personnels, tous, eh bien cette incohérence fait que les individus ont de plus en plus de mal à donner un sens à leur existence. Parce qu'il faut bien penser en effet que quand nous parlons de sens en philosophie, c'est assez difficile de définir le sens. Ça fait partie de ces mots, si vous voulez, qu'on utilise de façon intuitive à tout bout de champ et dont on pense qu'ils sont suffisamment clairs. On pourrait dire du sens ce que saint Augustin disait du temps. Tant qu'on ne me demande pas ce que c'est, je crois le savoir, mais dès qu'on me le demande, je ne le sais plus. Et de fait, le sens, c'est quoi ? Si on essaie de l'analyser, on se rend compte qu'il n'y a du sens qu'à partir du moment où nous sommes capables d'établir une relation entre deux choses. Et inversement, ce qui montre mieux, d'ailleurs, ce qui montre le mieux que le sens réside dans la relation, c'est que lorsque nous sommes devenus incapables d'établir une quelconque relation entre deux phénomènes, à ce moment-là, ces phénomènes peuvent nous paraître, la situation peut nous paraître absurde. L'absurde, c'est l'absence de sens. Tous les économistes, depuis les libéraux comme Adam Smith jusqu'à Marx, pensaient que le but même de l'activité humaine, c'est d'atteindre un niveau d'abondance qui lui permettrait de satisfaire ses besoins. Donc, jusqu'au XIXe siècle, on avait cette idée que l'homme était un être qui avait des besoins, et que quand ses besoins sont satisfaits, l'homme est satisfait, et par conséquent, il est heureux. Or, aujourd'hui, on se rend compte de quoi, 100 ans après, 150 ans plus tard, non seulement que les besoins ne sont pas satisfaits, ni d'ailleurs pas satisfaits pour tout le monde, mais que lorsqu'ils sont satisfaits, eh bien, ils créent un nombre indéfini d'autres besoins, d'autres demandes, qui poussent l'individu dans une espèce de recherche infinie, qui le porte de la frustration à une autre frustration. En fait, le capitalisme, le système économique qui domine l'Europe depuis le XVIe siècle et le monde depuis quelques dizaines d'années, eh bien ce système-là, c'est un système qui a trouvé en effet cette formidable dynamique que les besoins ne doivent pas être satisfaits définitivement, parce que la satisfaction définitive supposerait en effet l'arrêt du travail, la suspension du travail et par conséquent le ralentissement des activités et de la machine. Ce que Ehrenberg montre, c'est qu'il est fort possible que la dépression aujourd'hui remplace la névrose. En d'autres termes, il y a 100 ans,
l'individu avait des désirs trop forts par rapport à tout ce qu'il pouvait rencontrer dans la réalité, ses désirs étaient trop forts, il était lui trop fort par rapport au monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui est trop fort par rapport à nous, parce qu'à chaque fois on demande à l'individu d'être le plus efficace et le plus heureux possible dans son existence, alors que bien entendu, mis à part une poignée de privilégiés, une poignée de chanceux, eh bien la plupart des gens, comme on dit vulgairement au jeu de cartes, ne peuvent pas suivre. Donc vous savez, en tant que philosophe, nous ne sommes ni des savants ni des techniciens. Les savants donnent des choses qui peuvent être démontrées ou prouvées comme vraies. Les techniciens donnent des recettes qui peuvent être admises comme efficaces par tout le monde. En revanche, en philosophie, nous n'avons guère affaire qu'à des arguments. Et qui dit argument dit toujours évidemment la possibilité d'arguments non seulement différents, mais contraires. La compétition n'a rien de naturel entre les hommes. En revanche, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que la rivalité n'est pas quelque chose d'inhérent à l'être humain? Mais sous-entendu, la rivalité ne s'exprime pas forcément sous la forme de la compétition. Le monde moderne est un monde dans lequel la compétition ne cesse pas de prendre de l'ampleur, dans la mesure même où, pour être en compétition avec quelqu'un, il faut être en position d'égalité avec lui, et pour être en position d'égalité avec lui, il faut être dans un cadre démocratique. Or, ce cadre démocratique, il est très récent. Quand Descartes dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, le bon sens, ça veut dire la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui différencie les hommes, c'est pas leur faculté de penser, ce n'est pas leur faculté de penser ou bien leur type de raisonnement, c'est les objets sur lesquels ils portent leur pensée. Alors c'est vrai que quelqu'un qui crève de faim et qui doit absolument donner la nourriture à sa famille d'ici les prochains jours, il n'a pas le même objet de pensée que le médecin cardiologue ou bien qu'un président de la République. Mais sur le plan purement logique, si vous voulez, sur le plan des formes de la pensée, je crois qu'il n'y a pas si tellement de différence que ça. Ce qui nous frappe, nous philosophes, c'est quand on lit Platon, Aristote, etc., bien sûr, ils vivaient dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre. Et en même temps, ils avaient une manière de réfléchir dans laquelle nous nous reconnaissons. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à des extraterrestres. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à des animaux ou bien à des êtres dont on n'aurait aucune idée. Si l'apprentissage, c'est le savoir-faire, parce qu'il faudrait évidemment distinguer entre un savoir, disons, intellectuel et théorique et le savoir-faire, mais dans une société utilitariste et qui vise la performance, l'efficacité et la vitesse, qui sont toutes des valeurs économiques, le savoir-faire prend le pas sur le savoir intellectuel, et à cet égard, avec la vitesse de renouvellement extraordinaire des savoir-faire, on peut estimer en effet que l'expérience devient un frein. Moi, je crois que, pour ce qui concerne la transformation, bon, je n'ai évoqué rapidement que la transformation des mentalités, du mode de vie, pensez à ce qui se passe au niveau du corps. Il y a deux domaines de recherche qui font que le corps humain peut être travaillé dans le sens de manipulation génétique, il peut être travaillé au sens aussi d'une robotisation et d'une informatisation. Il me semble que les techniques et les sciences, aujourd'hui, ont intégré. Et puis, n'oublions pas l'économie, le système économique. Et je crois que toutes ces forces-là, qui sont notre véritable destin de l'homme moderne, ces forces ont fini par faire basculer le domaine des fantasmes, des envies, des caprices et des passions dans le domaine pragmatique, de la rentabilité du travail. Donc à partir du moment où l'homme, finalement, utilise son savoir et ses techniques au service de ses désirs, et qu'à partir du moment où les désirs, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont rationnels, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont bons, qu'ils sont justes, qu'ils sont égaux, à ce moment-là, on peut dire en effet que tout est possible, même le pire. Je crois que l'idéologie du bonheur plonge les individus dans un état de profonde angoisse. Que s'il n'y a vraiment pas cette injonction, ce devoir d'être heureux, eh bien, je ne dis pas que les hommes se sortiraient mieux, mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point finalement le bonheur est devenu une espèce de devoir et d'injonction universelle.